je pense que c'est un devoir de s'insurger. On a raison de se révolter. Ça donne le sentiment, Jean-Luc Mélenchon, que faute de gagner les élections, vous pensez qu'il faut avoir la tentation de recourir au rapport de force, et notamment dans la rue. Écoutez, le sentiment de la bourgeoisie effrayée devant ses postes de télévision ne me concerne pas. Je ne sais pas si vous avez entendu à l'instant Jordan Bardella, qui se présentait comme l'homme de l'ordre républicain, vous renvoyant du côté de l'homme du chaos. Que lui répondez-vous? Rien, Bardella, quoi. Il est caricatural. L'ordre républicain, il ne peut rien y connaître. Il appartient à une extrême droite qui a toujours combattu cet ordre républicain. Mais je laisse tomber. Je sais seulement une chose. Voilà un parti qui alimente une islamophobie et un racisme qui est une division du peuple français dans sa profondeur. Il n'y a pas d'ordre républicain possible autrement que consenti, voulu, que dis-je, aimé par la population. Ce n'est pas le cas. Et nous venons de le voir hier. Sur le mouvement Bleu contre tout, qu'est-ce qui vous fait croire que le peuple, comme vous dites, on pourrait dire aussi la France populaire, va se soulever, quitter son travail, ça coûte de ne pas aller travailler, de faire grève, perdre une journée de salaire pour dégager le chef de l'État, comme vous le dites. Pourquoi ne pas attendre les élections? D'abord, le peuple français, le peuple de France, pour parler plus largement, est un peuple libre, digne et fier de lui-même. Et par conséquent, quand il a un chef aussi lamentable que celui qu'incarne le président de la République, qui ne respecte pas le résultat des élections, se comporte comme un monarque constitutionnel, à qui on dit on ne veut pas de votre gouvernement, on ne veut pas de votre politique, et que fait-il? Il reconduit les deux. Alors, ce peuple a le droit, que dis-je? Il a le devoir. De quoi? De se soulever? De se mettre en mouvement et de faire partir celui qui est sa honte, puisqu'il ne dispose pas d'autres moyens, hélas, que cette forme d'action. S'il y avait un référendum révocatoire, comme nous le proposons, bon, eh ben, on voterait. Moi, je suis pour que les choses se passent toujours par le vote. Je sais qu'il y en a qui me critiquent, qui me disent « tu es un rêveur ». Ça ne se produira jamais. Ils ne lâcheront jamais de bon gré ce qu'ils ont. Moi, je crois à ça, la démocratie, la République. Voilà pourquoi je pense que c'est un devoir de s'insurger. On a raison de se révolter. Ça donne le sentiment, Jean-Luc Mélenchon, que faute de gagner les élections, vous pensez qu'il faut avoir la tentation de recourir au rapport de force, et notamment dans la rue. Écoutez, le sentiment de la bourgeoisie effrayée devant ses postes de télévision ne me concerne pas. Ce qui me concerne, écoutez-moi, c'est l'histoire de France. Vous venez de dire, faute de gagner les élections. Pardon madame, mais nous les avons gagnées en 2024. Et le président de la République, au lieu de choisir la coalition arrivée nettement en tête, a choisi le parti le moins important de l'Assemblée. Qui n'avait pas de majorité. On va parler des institutions. Non mais c'est autre chose madame. C'est pas à vous de déterminer, parce que vous êtes journaliste, ce qui va se passer automatiquement. La règle dans tous les pays du monde, absolument toutes les démocraties. Quand une élection est gagnée par un parti, eh bien, ou par une coalition, c'est elle qui a la charge de se présenter devant l'Assemblée nationale et de demander un vote de confiance. Alors, nous avons dit à l'époque, nous ne mentirons à personne. Nous allons proposer notre programme, tout notre programme, puisque nous sommes mandatés pour ça. Et que s'est-il passé? D'un mot, je vais vous le résumer. Nous avons fait passer dans le vote du budget 56 milliards de recettes nouvelles prises exclusivement sur les grandes fortunes et les super profits. Et que s'est-il passé derrière? Le chef du gouvernement a dit « je ne veux pas en entendre parler », même si ça a été voté par l'Assemblée. Et donc, 49-3, nous avons déposé une motion de censure et il a dû partir. Je commence d'abord par vous dire que vous reconnaissez que vous êtes trompés. C'est nous qui avons gagné les élections et c'est lui qui n'a pas voulu de nous. Après, on dit la classe politique. Mais la classe médiatique, vous avez aussi une responsabilité considérable dans le dégoût qu'inspire la sphère publique, parce qu'on passe d'une chose à une autre. Tout est vrai en même temps, tout est faux. Il y a eu énormément de questions ce soir, Monsieur Mélenchon, et j'ai fait des petites statistiques sur les questions qui nous sont parvenues. Et regardez, peut-être que ça va vous faire plaisir. 21% des questions qui ont été posées sur le site franceinfo.fr vous sont nommément adressées. C'est à vous que les Français veulent parler. 21% attendent des réponses. Et en même temps, ça veut dire que 21% doutent aussi beaucoup de votre capacité peut-être à y répondre, notamment sur celle du compromis et de l'art de vous entendre. Regardez cette question de Jean-Michel, avec des Français en désaccord sur les constats et les solutions. Comment espérer changer les choses quand les partis ne sont pas capables de s'entendre? Quand même vous, et ça revient beaucoup, au sein de la gauche, vous n'êtes pas capable de s'entendre et de trouver des compromis. Que répondez-vous à Jean-Michel et à tous les Français qui s'interrogent là-dessus? Bon, alors là, vous avez bien touillé, hein, voilà. Alors on va clarifier. C'est des vraies questions. Le rôle de la démocratie,
ce n'est pas que tout le monde soit d'accord, c'est de trancher entre des désaccords. Quand tout le monde est d'accord, il y a un problème. En général, c'est une dictature. Les Français ne sont pas d'accord sur les solutions, et c'est normal. Ils votent, et le vote doit trancher. Voilà. Il y a une divergence de fond actuellement, dont vous finirez par vous rendre compte puisqu'elle est terminée dans le reste du monde. Monsieur Trump a mis fin au cycle du libéralisme, et vous n'en êtes pas conscient. Eh bien, c'est fini. Cette politique-là mène à la catastrophe dans tous les pays, y compris les États-Unis d'Amérique. Par conséquent, nous proposons non pas des différences d'économie à faire, nous ne sommes pas d'accord avec la logique globale du budget. Nous sommes pour la relance écologique et sociale. Tous les autres, sans exclusive, proposent de couper dans les dépenses publiques avec un manque d'imagination absolue. Ça veut dire détruire l'État, détruire la sécurité sociale, point barre, c'est tout ce qu'ils savent faire. Ça veut dire que vous ne croyez pas aux discussions qui pourraient être menées entre le Parti socialiste notamment et le Bloc central sur la taxe Zuckman, sur la suppression, ou en tout cas le non-usage, on va dire, du 49.3. Vous pensez que c'est voué à l'échec? Oui, mais je vais vous dire, tout ça est grotesque. Nous avons signé un contrat de gouvernement avec les socialistes, voilà il l'a réduit des 9 dixièmes et maintenant nous devrions nous régaler de la seule taxe Zuckman, mais ça ne suffit pas, il faut plus que ça. J'ajoute que la question n'est pas de savoir si nous sommes capables ou pas de faire des compromis. Nous avons proposé des choses à l'Assemblée nationale, nous les avons fait voter et à la fin, quel compromis y a-t-il eu? 49.3. Donc il faudrait arrêter de nous reprocher, si vous voulez bien un instant, ce qui est le résultat du comportement des autres. Par contre, je vais vous donner une réponse tout à fait nette par rapport à ce que vous avez dit. Nous ne trahirons pas le mandat que nous avons demandé au peuple français. Nous avons proposé un programme et nous sommes élus pour l'appliquer, pas pour faire des combines et chercher des places. Quand M. Faure dit « nous sommes prêts à occuper les places qu'occupaient les amis de M. Bayrou », eh bien, pas nous. Nous sommes prêts à diriger le pays, à faire une autre politique économique, mais nous ne sommes pas là pour nous battre pour les places. Jean-Luc Mélenchon, est-ce que la Ve République va craquer? Est-ce que ce modèle-là n'est plus conforme, n'est plus compatible avec ce qu'est aujourd'hui la vie politique? Pourquoi vous enterrez la Ve au fond? Est-ce qu'on n'est pas juste, même si c'est grave, dans une crise politique? Pourquoi c'est une crise institutionnelle à vos yeux? Parce que, si vous voulez, d'une certaine manière, nous autres, les Français, nous sommes faits de ce bois-là. C'est pas vrai dans tous les pays, pour une fois. Mais nous sommes comme ça. En 236 ans, depuis la Grande Révolution et la fin de l'Ancien Régime, nous avons fait 2 dynasties, 2 empires, 5 républiques et une dictature fasciste. Donc, nous sommes un peuple tumultueux. Par conséquent, aujourd'hui, que voit-on? La constitution de la Ve République était un appel à l'autorité pour régler la fin du drame de la décolonisation et donc solder la victoire de la révolution algérienne. Il fallait beaucoup d'autorité. C'était celle du général de Gaulle. Mais voilà que cette autorité, à la faveur d'un texte qui est extrêmement, comment dire, vertical, brutal, imité de la République de Weimar, qui n'a pas empêché Hitler de prendre le pouvoir. Eh bien, ce texte, maintenant, se retourne contre nous. N'est pas de Gaulle qui veut. Si bien que lui, il s'en va quand il perd un référendum, mais les autres, ils restent. Mitterrand, il avait réussi à se fondre dans ces institutions. Il avait commencé avec le coup d'État permanent et il est resté 14 ans avec la Ve. Mais donc on peut l'aménager, la Ve. On peut l'aménager. Et peut-être que vous appellerez aménagement une transformation des règles fondamentales. Alors, je ne veux pas me battre sur le mot transformation ou pas. Je dis qu'il faut passer à une 6e République. Et je concentre mon propos, car nous n'allons pas y passer la soirée, hélas pour moi, sur un point. Nous avons aujourd'hui un peuple qui n'a plus rien à voir avec le peuple de la fin des années 50. Plus rien à voir, pourquoi? Il est beaucoup plus mélangé. Et deuxièmement, il y a eu un fait majeur qui s'est produit. La moitié de la population féminine, a fait un bond dans le travail. Il y avait 40% de femmes qui travaillaient, c'est 80%, est devenue, pour l'essentiel, en tout cas en droit, maître de son corps, et a fait la population française dans son ensemble un bond d'éducation. Si bien qu'on ne supporte plus la monarchie patriarcale et présidentielle. Vous dites le monarque, il n'arrive pas à faire passer son budget. Typiquement, le Parlement joue son rôle. Il ne suffit pas d'agiter les problèmes et de faire des questions qui ont l'air de dire qu'au fond, on ne sait pas bien ce qu'on veut. Si, on sait ce qu'on veut. Nous voulons une 6e République et mettre une limite à l'autorité sans contrôle du président de la République en rendant possible le référendum révocatoire qui permet à un certain nombre de citoyens qui en font la demande de provoquer le vote pour dire écoutez maintenant stop, vous ne respectez pas votre mandat, allez-vous-en. Premier élément. Et deuxième élément, l'initiative citoyenne, le référendum d'initiative citoyenne. Puisque votre question s'est concentrée sur les institutions, c'est là-dessus que je réponds.
Il faut comprendre que ce peuple éduqué, ce peuple travailleur, est arrivé à un autre âge de sa vie. Et qu'en plus, les moyens modernes, la consultation électronique sur Internet, tout ça fait que la démocratie directe est beaucoup plus simple à manier aujourd'hui qu'elle n'était il y a un siècle. Si on usait davantage du référendum, par exemple, si on facilitait le recours au référendum d'initiative citoyenne. C'est ce que je viens de dire. Vous n'avez peut-être pas fait attention à ma réponse. C'est prévu dans la 5e, ce sera un aménagement de la 5e République. Oui, écoutez, je vous ai dit que je ne me disputerai pas avec vous. Appelez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça la 6e République parce que nous y supprimerons ce 49.3, nous y supprimerons l'article 16, nous mettrons une limite au pouvoir du président de la République. Mais ce n'est pas tout. Nous mettrons aussi des choses qui n'étaient impensables dans les années 50. Dans les années 50 et le début des années 60, personne ne se souciait de la crise climatique, sinon les scientifiques. Eh bien, il faut maintenant mettre les droits spécifiques de notre espèce animale, du vivant, dans la Constitution et le faire respecter. C'est-à-dire identifier les biens communs et les protéger. Voilà des choses qui... Qu'est-ce que tout ça a de dramatique, qui fait de moi, comme a dit M. Bardella, le danger public, et même un de vos collègues a dit sur CNews que j'étais depuis la Deuxième Guerre mondiale le plus grand danger pour la France. Quand va-t-on cesser ces outrances et ces abus contre nous? Est-ce qu'on nous allons enfin nous respecter pour nos idées? Vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. C'est la démocratie. Vous n'êtes jamais dans l'outrance. Pardon? Vous n'êtes jamais dans l'outrance. Et vous, madame? Mais je vous pose la question. Mais moi aussi, on est je vous la parfois pose. tous dans l'outrance. Ah, est-ce bon, que c'est pas le problème qu'on évoque ce soir? C'est-à-dire cette incapacité, Madame... mais je suis sincère dans ma question, Oui, cette incapacité, y compris en tant qu'observatrice de la vie politique. Non, vous êtes participante. Le niveau sonore est monté très haut. C'est vrai. Est-ce qu'on le fait redescendre? On pourrait, oui. Comment? En discutant des sujets et pas d'autre chose. C'est-à-dire que quand je vous dis nous proposons le référendum révocatoire, etc., bon, bah, vous allez me répondre courtoisement parce que c'est votre job. Mais j'aimerais bien qu'on me dise autre chose que avec vous, c'est la pagaille. Le ministre de l'Intérieur a dit que j'étais un esthète de la violence. Ce type, hier, est responsable des seuls incidents qui se sont produits dans ce pays, tellement la troupe est mal commandée, que c'est elle qui a mis le feu à 2 reprises. Et il vient me dire que c'est moi qui suis... Alors, madame, je suis d'accord pour que tout le monde baisse le ton. Mais d'abord, l'exemple doit venir de haut. À la base, on arrive très facilement à parler, même quand le ton monte. Les Français, le peuple de France est un peuple courtois. Mais dès qu'on arrive en haut, alors là, c'est fini. On a droit à des gens qui sont dans des excès de langage absolus. Respectez-nous et nous vous respecterons. Voilà ce que je vous dis, mais aussi ce que vous disent les milliers de jeunes que vous avez vus hier et dont beaucoup voudraient les rayer d'entrée de plume en disant oui, c'est un caprice. Vous avez affaire à la jeunesse, la plus précarisée et la plus éduquée que la France ait jamais eue. Jean-Luc Mélenchon, une dernière question. Vous donnez combien de temps à ce gouvernement et à ce nouveau Premier ministre? Eh bien, le temps que les procédures démocratiques nous laissent. Vous savez, ce matin, il y a eu un événement. Nous sommes passés à 104 députés déposant une demande de destitution du président de la République. Gérard Larcher dit ça passera pas. Oui, mais ça, on les connaît. C'est ceux qui disaient ça passe pas, ça passe pas. C'est arrivé jusqu'au bureau, la conférence des présidents. Et c'est Madame Le Pen qui a sauvé Monsieur Macron parce que c'est sa voix qui a fait basculer le fait qu'on n'en ait pas parlé public, qu'on n'ait pas pu en parler en Assemblée générale. Mais écoutez, c'est quand même un événement et je vous demande de le considérer comme tel. Si vous avez l'amour, j'en suis certain, de la démocratie et des procédures, car la liberté est la fille des procédures. Donc la procédure, c'est qu'il se trouve que la majorité, plus que la majorité absolue des députés élus sous l'étiquette Nouveau Front Populaire, viennent de demander la destitution du président de la République. Vous pouvez considérer que tout ça ne compte pas, alors après, étonnez-vous que les gens s'énervent.